Merci Françoise pour cette introduction à la physique des étoiles. Et maintenant, on va s'intéresser à un processus physique en particulier dans les étoiles qui sont les champs magnétiques. Et donc, ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est d'une part comment on fait pour mesurer les champs magnétiques des étoiles. Et ensuite, je vous parlerai des champs magnétiques des étoiles chaudes et puis des champs magnétiques des étoiles froides. Vous verrez que c'est vraiment deux familles différentes. Et pour finir, on regardera un petit peu l'impact que peut avoir le champ magnétique du Soleil sur notre Terre. Donc, premièrement, comment on fait pour mesurer le champ magnétique des étoiles ? Alors évidemment, on ne peut pas envoyer un satellite ou des instruments sur une étoile pour mesurer le champ magnétique, c'est beaucoup trop loin. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est mesurer la lumière de l'étoile qui arrive jusqu'à nous, donc ces petits points brillants qu'on voit dans le ciel. Mais déjà là, ça nous apporte énormément d'informations, puisqu'on peut mesurer d'abord la quantité de lumière qui arrive jusqu'à nous, on peut mesurer comment cette lumière varie dans le temps, on peut mesurer la couleur de la lumière que l'étoile nous envoie, et puis même plus en détail, on va pouvoir regarder le spectre, comment la lumière se décompose dans toutes les longueurs d'onde, et aussi la polarisation de la lumière. Donc c'est vraiment ces deux derniers points, le spectre et la polarisation, qu'on va utiliser pour mesurer le champ magnétique des étoiles. Alors donc le spectre, qu'est-ce que c'est ? Françoise en a déjà parlé un petit peu, c'est comment la lumière de l'étoile se décompose dans toutes les couleurs du spectre. Donc du bleu qui est chaud vers le rouge qui est froid. On a tout un spectre continu qui nous donne donc la couleur de l'étoile, nous informe par exemple sur la température de l'étoile. Et puis dans ce spectre, on a aussi des raies, c'est-à-dire des longueurs d'onde particulières à laquelle la lumière est absorbée dans l'atmosphère. Et ça nous informe par exemple sur la chimie à l'intérieur de l'étoile, quels sont les éléments chimiques qui sont dans cette étoile. Alors quand il y a un champ magnétique, à chaque position où il devrait y avoir une raie, au lieu de voir une raie, on va en voir plusieurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Zeeman. Ce qui se passe, c'est que le niveau d'énergie qui permet de faire une transition atomique, donc de créer une raie à une certaine longueur d'onde, cette énergie, elle va pouvoir prendre plusieurs valeurs, et donc ça va créer plusieurs raies qui sont légèrement décalées en longueur d'onde. Au lieu d'avoir une seule raie qui serait ici la raie noire s'il n'y avait pas de champ magnétique, on va par exemple obtenir très souvent un triplet de raies, 3 raies, une qui est décalée un petit peu vers la gauche, une qui est décalée un petit peu vers la droite, un petit peu vers le bleu, un petit peu vers le rouge. Et donc, au lieu de voir une seule raie, on va voir 3 raies parce qu'il y a un champ magnétique, et la distance entre les deux raies extrêmes va dépendre de la force du champ magnétique. Plus le champ est fort, plus ce triplet va être écarté. Alors quand le champ est vraiment très fort, ici j'ai pris une étoile qui a environ 20 000 Gauss de champ magnétique. Pour vous donner une référence, le champ magnétique de la Terre c'est moins que 1 Gauss. Dans une IRM c'est à peu près 10 000 Gauss. Donc voilà, ici 2 fois le champ magnétique d'une IRM. On voit très bien que cette raie, elle a 3 composantes. Donc ici on peut mesurer la distance entre la première et la dernière composante et déjà connaître la force de ce champ magnétique de 20 000 Gauss. Mais dans beaucoup de cas, le champ magnétique va être beaucoup trop faible, l'écartement entre ces raies est petit, et on ne va pas pouvoir le distinguer dans le spectre. Par exemple, ici, une étoile qui a seulement 2000 Gauss, 10 fois moins que celle d'en haut, et vous ne pouvez pas vraiment distinguer qu'il y a 3 raies ici. Pourtant, on veut pouvoir mesurer ces champs qui sont plus faibles, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la polarisation de la lumière. La polarisation, c'est quoi ? C'est la façon dont l'onde lumineuse oscille pendant qu'elle avance. Donc si elle oscille dans tous les sens, c'est qu'elle n'est pas polarisée. Si elle oscille de manière comme ça, dans un plan, au fur et à mesure qu'elle avance vers vous, on dit qu'elle est polarisée linéairement. C'est ce que vous voyez ici à droite. Au lieu de tourner dans tous les sens pendant qu'elle avance, elle oscille dans un certain plan. Elle peut aussi tourner autour de son axe en avançant. À ce moment-là, on dit qu'elle est polarisée circulairement droite ou circulairement gauche, selon le sens dans lequel elle tourne. Donc, ce qu'on va mesurer, c'est ça. C'est comment la lumière oscille au fur et à mesure qu'elle se propage vers nous. Alors, est-ce qu'on peut voir la polarisation de la lumière ? Ici, j'ai mis un exemple, donc un joli coucher de soleil. À gauche, on voit toute la lumière, et à droite, j'ai supprimé la lumière polarisée de l'image. Vous voyez la différence ? Qu'est-ce qui a disparu ? C'est la réflexion du soleil sur la mer. Pourquoi ? Parce que toute onde qui se réfléchit sur un plan va en ressortir polarisée linéairement. Et donc, en fait, la lumière qui s'est réfléchie sur la surface de la mer, elle est polarisée quand elle arrive à vous. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, qui utilisent, peut-être certains d'entre vous, des lunettes de soleil polarisées pour éviter d'être éblouis. C'est le même effet, par exemple, pour la lumière qui se réfléchit sur la route quand on conduit. Si on ne veut pas être ébloui quand on conduit, on met des lunettes de soleil polarisées et ça supprime la réflexion de la route. Ou si vous êtes pêcheur, c'est bien pour voir les poissons sous la surface de l'eau, par exemple. Vous n'aurez pas la réflexion de la surface du lac ou de la rivière, enfin bref. Voilà, donc c'est pour montrer un exemple de oui, on peut voir la lumière polarisée, par exemple, tout ce qui se réfléchit sur un plan. Alors, dans une étoile, quand on voit un triplet comme ça, la raie qui est au centre, celle qui devrait être là s'il n'y avait pas de champ magnétique, elle n'est pas polarisée.
Celle qui se trouve d'un côté est polarisée circulairement gauche et celle qui se trouve de l'autre côté est polarisée circulairement droite. Et donc on va pouvoir utiliser cette propriété pour distinguer ces deux raies extrêmes même quand le champ est faible. On va mesurer indépendamment avec un spectropolarimètre seulement la lumière polarisée circulairement gauche et on verra que cette raie de gauche. On fera pareil pour la lumière polarisée circulairement droite et on verra que cette raie à droite. Ensuite, on fait la différence des deux mesures. Bon, s'il n'y a pas de différence, il n'y avait pas de champ magnétique. Par contre, il y a une différence, c'est bien que les deux raies étaient décalées et donc il y avait un champ magnétique. Alors la différence entre ces deux raies extrêmes, on appelle ça le profil de Stokes V, si on fait de la lumière circulairement polarisée. Et puis si on peut faire aussi de la lumière polarisée linéairement, à ce moment-là, on appelle ça Stokes U et Q. Bon, je vais me contenter de V aujourd'hui, mais c'est la même chose pour la lumière polarisée linéairement. Donc, si je reprends mon exemple d'une étoile ici, avec un champ de 2000 Gauss où on n'arrivait pas à voir dans le spectre lui-même, dans les raies, qu'il y avait trois composantes, et j'ai ploté en haut le profil de Stokes V, c'est-à-dire la différence que j'ai mesurée entre la polarisation circulairement droite et gauche, et on voit bien qu'au niveau des raies, ce n'est pas zéro, il y a bien une signature, la signature Zeeman de la présence d'un champ magnétique. Et on va voir ça à chaque raie. À chaque raie, vous voyez cette signature, un endroit où le profil de Stokes V, il n'est pas plat, il n'est pas zéro. Donc ça nous permet déjà de détecter des champs qui sont plus faibles, même si on ne les voit pas dans le spectre. Alors pour aller encore plus loin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le fait que dans un spectre, il y a beaucoup de raies, et que toutes ces raies subissent le même effet Zeeman, puisqu'il y a le même champ magnétique, et on va pouvoir combiner cette information pour augmenter le signal sur bruit. Donc ici, je prends un exemple d'une étoile binaire. Donc il y a deux raies, cette raie qui vient de la première étoile et cette raie qui vient de la deuxième étoile. Et ici, donc Stokes V, la différence entre les deux raies extrêmes, pour voir s'il y a du champ magnétique. On ne voit rien en fait, on ne voit que du bruit parce que le champ ici était très très faible. Si maintenant, au lieu de regarder une raie de chaque étoile, je fais la somme de toutes les raies du spectre de chacune des deux étoiles, alors voilà ce que ça donne. J'ai beaucoup réduit le bruit parce que j'ai fait la moyenne de toutes les raies et je vois bien qu'il y a une signature Zeeman, que cette étoile est magnétique alors que cette étoile n'a pas l'air magnétique. Alors je triche un peu parce que si on va plus loin en signal sur bruit, en fait, vous devinez peut-être que la deuxième étoile, elle est en fait aussi magnétique, mais avec un champ très très faible. Alors idéalement, on voudrait pouvoir mesurer cette signature magnétique en regardant l'étoile sous toutes ses facettes. Parce que là, on regarde l'étoile à une position, on voit la partie du champ magnétique qui pointe vers nous. Évidemment, on ne voit pas ce qui se passe derrière l'étoile. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est tourner autour de l'étoile pour mesurer cette signature V par tous les côtés. Alors encore une fois, on ne peut pas y aller, donc on ne peut pas tourner autour de l'étoile. Par contre, on a l'avantage que l'axe du champ magnétique n'est pas forcément aligné avec l'axe de rotation de l'étoile. Du coup, comme ils ne sont pas alignés, au fur et à mesure que l'étoile tourne, on va voir le champ magnétique qui passe devant nous. Donc on n'a pas besoin de tourner autour de l'étoile, il suffit d'attendre que l'étoile tourne et on pourra regarder le champ magnétique sous toutes ses facettes. Donc c'est ce qu'on voit ici, ici donc un dipôle magnétique, le pôle positif là-haut, le pôle négatif en bleu en bas, l'axe de rotation est tout droit, et puis quand l'étoile tourne, ça donne ça, on voit l'axe du champ magnétique en jaune ici qui passe devant nous, et on voit l'étoile et son champ magnétique sous toutes ses facettes. Donc pour faire ça, on utilise des spectropolarimètres. Spectromètre pour mesurer le spectre, polarimètre pour mesurer la polarisation, donc spectropolarimètre pour mesurer le spectre et la polarisation en même temps. On fait ça à haute résolution parce qu'on veut avoir beaucoup de pixels dans chacun des profils de raies. C'est comme sur vos téléphones portables ou vos appareils photo. Plus il y a de mégapixels, plus l'image va avoir des détails très fins. Nous, c'est pareil, on va avoir des détails très fins dans la raie et dans le profil de Stokes V pour pouvoir bien reconstruire la forme du champ magnétique à la surface. Alors, il n'existe que 3 spectropolarimètres en haute résolution en lumière visible dans le monde aujourd'hui. Et le plus important, le plus efficace, c'est ESPADON, qui est installé au télescope CFHT, Canada-France Hawaii Telescope, qui est donc à Hawaï, ici au sommet de la Grande Île sur le Mauna Kea. Donc c'est à 4200 mètres d'altitude, un ciel vraiment très pur et parfait. Et cet instrument est très efficace, donc c'est vraiment le meilleur du monde, alors qu'il a été installé il y a presque 20 ans et ça reste le summum. Malheureusement, sur ce télescope, il y a aussi beaucoup d'autres instruments, donc on partage le temps de télescope avec d'autres instruments, et on ne peut pas utiliser ESPADON toutes les nuits. En plus, depuis 2019, on a installé un deuxième spectropolarimètre qui fonctionne en lumière infrarouge, qui s'appelle Spirou, qui prend aussi pas mal du temps. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une copie d'ESPADON qui s'appelle Narval, et qui a été installée au TBL, le télescope Bernard-Liot, qui est dans les Pyrénées en France.
Et là, le télescope fait seulement 2 mètres de diamètre, alors que celui d'Hawaï, il fait 3,6 mètres de diamètre. Donc il est plus petit, forcément un petit peu moins bien, mais il a l'avantage d'être l'instrument unique sur le télescope, donc on peut utiliser Narval toutes les nuits, toute l'année, dès qu'il fait beau. Et finalement, le troisième, c'est ARPOL, qui se trouve à l'ESO, le European Southern Observatory, qui est au Chili, sur le site de la CIA. Donc c'est dans ce télescope de 3,6 mètres de diamètre qu'il est là tout en haut du site de la CIA. Donc c'est la même taille de télescope qu'à Hawaï. Par contre, c'est un instrument qui est beaucoup moins efficace qu'ESPADON, parce que c'était à la base un spectrographe sur lequel on a rajouté un polarimètre après coup. Donc ça n'a pas été conçu vraiment pour ça au départ. Donc en fait, il a la même efficacité que Narval sur le 2 mètres. Par contre, l'avantage, c'est qu'il est dans l'hémisphère sud. Et donc, pour observer toutes les étoiles de l'hémisphère sud, on doit utiliser ARPOL. Là encore, c'est un télescope qui a plusieurs instruments, donc on est obligé de partager le temps au cours de l'année. Néanmoins, avec ces 3 instruments, on peut mesurer les champs magnétiques de beaucoup d'étoiles. Alors, donc les étoiles chaudes et froides. Pourquoi je vais séparer ces 2 catégories? Bon, Françoise en a déjà parlé, c'est parce que vraiment, elles ont, disons, des vies différentes. À partir du nuage moléculaire, donc une étoile froide comme le Soleil va devenir une géante rouge, une nébuleuse planétaire, et puis une naine blanche, tandis qu'une étoile chaude va exploser en supernova, devenir une étoile à neutrons ou peut-être un trou noir. Elles ont aussi des structures qui sont très différentes. Donc, dans une étoile froide, le cœur est radiatif et c'est l'enveloppe qui est convective, tandis que dans les étoiles chaudes, c'est le contraire. C'est le cœur qui est convectif, où ça turbule beaucoup, et ensuite toute l'enveloppe est radiative. Alors si on compare par exemple une étoile d'une masse solaire avec une étoile de 9 masses solaires, donc ici c'est le Soleil, 700 000 km de rayon, une température à la surface d'environ 5800 degrés. Et quand on prend une étoile de 9 masses solaires, ça fait 2,5 millions de kilomètres le rayon. Et là, la température à la surface, c'est 24 000 degrés Kelvin. Alors tout ça fait qu'elles ont aussi des champs magnétiques qui sont très différents, et donc on va voir aujourd'hui. Les étoiles froides ont des champs dynamos, c'est-à-dire des champs magnétiques qu'elles fabriquent elles-mêmes dans leur enveloppe convective, tandis que les étoiles chaudes ont des champs fossiles. Alors regardons tout de suite ces champs magnétiques fossiles dans les étoiles chaudes. D'abord, vous allez me dire, dans les étoiles chaudes, il y a un cœur convectif. Donc pourquoi pas faire aussi une dynamo dans les étoiles chaudes? Dans le cœur, on pourrait fabriquer une dynamo. Il y a peut-être une dynamo dans le cœur des étoiles chaudes, mais on ne peut pas le voir à la surface, parce que le temps qu'il faudrait pour que ce champ magnétique se propage jusqu'à la surface est plus long que la durée de vie de l'étoile. Françoise vient de nous expliquer que ces étoiles chaudes, elles vivent pas longtemps, 10-20 millions d'années, et ce n'est pas suffisant pour que le champ d'une dynamo puisse atteindre la surface. Donc même s'il y a un champ dynamo dans le cœur, on ne pourra jamais l'observer directement à la surface. Ce qu'on observe à la place, c'est un champ magnétique fossile, c'est-à-dire un champ magnétique qui était déjà présent dans le nuage moléculaire à partir duquel l'étoile s'est formée. Quand le nuage moléculaire s'est effondré, ce champ magnétique s'est retrouvé capturé dans l'étoile. Donc ici, on revoit ces chemins qui mènent à la séquence principale. Donc on part d'ici. Quand l'étoile vient d'être formée à partir du nuage, elle est complètement convective. Et donc le champ magnétique qui était dans le nuage peut être augmenté grâce à une dynamo dans cette étoile complètement convective. Mais rapidement, un cœur radiatif va apparaître et ça va forcer le champ magnétique à se relaxer dans une forme stable et qui est dipolaire. Et puis l'étoile devient, dans cette partie en bleu ici, complètement radiative. Donc là, le champ, maintenant, ça y est, il est figé, il est formé, il est stable. Et éventuellement, à la toute fin, quand le cœur convectif commence à apparaître, à se mettre en route, ça peut faire basculer l'axe du champ magnétique. Il peut déjà être non aligné avec la rotation ici au stade 3, mais il peut être encore changé, on pense, au moment où le cœur convectif apparaît. Donc ce champ magnétique, il vient du nuage, il est dans l'étoile et il y reste. Ce n'est pas l'étoile qui le fabrique. Donc ce qu'on voit du coup à la surface, c'est un champ qui est dipolaire, incliné par rapport à l'axe de rotation, donc avec un pôle positif, un pôle négatif, une structure très simple de dipôle. Et à l'intérieur, ça ressemble à un tore qui est au niveau de l'équateur magnétique. Alors presque toutes les étoiles chaudes qui ont un champ magnétique ont ce champ dipolaire, mais il existe quelques cas qui sont différents, et le plus connu, HD 37776, qu'on appelle aussi l'étoile de Landstreet, qui a un champ beaucoup plus complexe. On connaît 3-4 exemples comme ça, qui ne suivent pas ce scénario dipolaire, et qu'on n'explique pas très bien aujourd'hui. Alors le champ magnétique à la surface, typiquement, il fait 3000 Gauss,
Mais à l'intérieur de l'étoile, là dans le tore, il est beaucoup plus fort. Si on se met à peu près au milieu de la zone radiative, on va être à peu près 20 fois plus fort qu'à la surface. Par contre, il est complètement stable, puisque ce n'est pas l'étoile qui le fabrique. Des étoiles avec des champs magnétiques qu'on a déjà observés à la fin des années 50, dans les années 60, qu'on réobserve aujourd'hui, ils ont exactement le même champ magnétique qu'à l'époque. Alors si on observe plein d'étoiles chaudes magnétiques, on va pouvoir regarder la distribution de la force du champ magnétique dans ces étoiles. Donc on voit que typiquement le champ magnétique c'est de 3 kG, mais ça peut monter jusqu'à 30 000 Gauss et ça peut descendre jusqu'à 300 Gauss. Donc il y a toute une distribution, mais qui pique à peu près à 3 kG. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en dessous de 300 Gauss, en fait, il n'y a plus rien. Alors qu'on peut détecter des champs magnétiques de 20, 30 Gauss, on n'en trouve pas en dessous de 300 Gauss. Donc on s'est dit, il y a quelque chose qui se passe de physique, quelque chose qui empêche les champs faibles d'exister. On a bien cherché, on a cherché de plus en plus bas, et quand on est passé en dessous d'une limite de détection de 1 Gauss, on a recommencé à trouver des champs magnétiques. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a un désert magnétique entre 300 Gauss et 1 Gauss. Il y a 2 familles d'étoiles chaudes magnétiques. 10% d'entre elles ont des champs qu'on appelle forts, au-dessus de 300 Gauss, et probablement toutes les autres ont des champs ultra faibles en dessous de 1 Gauss. Ça vient de la stabilité du champ au moment où le nuage s'est effondré, dans la fabrication du champ fossile dont je vous ai parlé. Il y a 2 branches, soit on atteint cet état stable qui est là-haut, soit on passe dans un état instable avec un champ très faible. Alors on connaît très peu d'étoiles avec ces champs ultra faibles parce que pour les mesurer, on passe plusieurs nuits d'affilée juste pour faire une mesure sur une étoile extrêmement brillante qui tourne très doucement. Enfin, les cas ultra faciles nous prennent une semaine. Mais chaque fois qu'on a essayé d'en faire une, on a toujours trouvé ces champs ultra faibles. Donc on pense vraiment que les 90 autres % qui n'ont pas ces champs forts ont tous des champs ultra faibles. Donc qu'est-ce qu'on fait? On mesure ces champs magnétiques, donc on va mesurer le profil des raies, ici 3 raies différentes, le temps passe du haut vers le bas, donc on regarde comment les profils de raies changent et surtout on regarde comment les signatures émanent, le profil de Stokes V change avec le temps, au fur et à mesure que l'étoile tourne, et grâce à ça, on reconstruit la cartographie du champ magnétique à la surface de l'étoile, et donc on retrouve ces dipôles inclinés, ici donc ces différentes phases au fur et à mesure que l'étoile tourne, de gauche vers la droite. En rouge, les champs positifs, en bleu, les champs négatifs. Et donc, vous voyez bien que c'est un dipôle incliné. Donc, juste à partir de la lumière de l'étoile, on peut reconstruire en fait la cartographie en 3D à la surface de l'étoile. Alors, quand il y a un champ magnétique comme ça, en fait, on va avoir beaucoup d'impact sur l'étoile et sur son environnement. Donc, les effets du champ magnétique sur l'étoile. Premièrement, quand il y a un champ magnétique, les éléments chimiques qui sont à l'intérieur de l'étoile ne peuvent plus se déplacer comme ils veulent. Ils sont forcés de suivre les lignes de champ magnétique. Et ça va faire remonter certains éléments chimiques quand d'autres vont descendre. Et donc ça va créer des taches de surdensité chimique, certains éléments chimiques qui vont se regrouper en taches à la surface de l'étoile. Donc vous le voyez ici à gauche, une étoile par exemple, c'est juste un modèle avec 2 taches. Quand il y a des taches à la surface, elles n'ont pas la même température, elles n'ont pas la même luminosité. Donc dans le spectre, dans le profil de raie, on va voir des petites bosses ou des petits creux qui représentent ces taches. Et au fur et à mesure que l'étoile tourne, ces bosses et ces creux vont se propager le long du profil. Donc quand on suit l'étoile qui tourne au cours du temps, on va aussi voir passer les taches devant nous. Et en même temps, on va pouvoir mesurer la signature Zeeman dans ces taches, donc des petites signatures Zeeman locales qui vont se rajouter sur la signature du dipôle global. Alors, un exemple bien connu de ces étoiles, c'est les étoiles AP et BP, le P pour chimiquement particulière. Donc, c'est des étoiles qui ont des taches très très visibles à leur surface parce qu'elles ont des champs magnétiques assez forts de l'ordre de 10 000 Gauss. Donc, du coup, de la même manière qu'on va reconstruire la cartographie du champ magnétique à la surface, on peut reconstruire la cartographie de tous les éléments chimiques. Par exemple, on va regarder où se trouve le silicium, ici en surdensité à certaines positions, ou le chrome, le fer, ce que vous voudrez. On peut prendre toutes les raies du spectre et regarder où sont les surdensités de ces composants chimiques. Et donc tout ça toujours à partir de la lumière de l'étoile. Un autre effet du champ magnétique, c'est ce qui se passe autour de l'étoile. Le vent stellaire, les particules du vent qui s'échappent de l'étoile sont forcées de s'échapper par les pôles magnétiques et de suivre les lignes de champ magnétique. Donc elles sortent par là et elles suivent les lignes de champ magnétique du pôle positif au pôle négatif. Et comme il y a des boucles qui sont fermées à l'équateur, les particules qui viennent des 2 hémisphères vont se rencontrer, ça va faire des chocs et la matière peut rester bloquée là, dans ce qu'on appelle une magnétosphère. Alors il existe 2 sortes de magnétosphères, les magnétosphères dynamiques
et la magnétosphère centrifuge. Ça dépend d'une part de la force relative entre le champ magnétique et la vitesse du vent. Si le vent est très très fort et que le champ magnétique est faible, les particules elles s'échappent, elles s'en fichent un peu des lignes de champ magnétique. Inversement, si le champ magnétique est fort et que le vent ne va pas très vite, elles sont complètement coincées dans les lignes de champ magnétique. Donc on a un paramètre qu'on appelle le confinement magnétique qui mesure ça, c'est le rapport en gros entre la force magnétique et le vent. Ça c'est la force du champ, le rayon, la perte de masse et la vitesse du vent. Donc on fait ce rapport, et si ce rapport est plus grand que 1, c'est le champ magnétique qui gagne, et les particules de vent vont être confinées dans la magnétosphère. Mais ensuite, ça va dépendre de si l'étoile tourne très vite ou pas très vite. Si l'étoile tourne vite, ça va soutenir les particules qui sont dans la magnétosphère, ça va les forcer à rester là. Pensez un petit peu à votre machine à laver, par exemple. Au moment de l'essorage, tout le linge est plaqué contre les parois du tambour parce que ça tourne très vite. Et puis quand ça ralentit à la fin du cycle, le linge retombe au milieu du tambour. Bon, c'est le même principe ici, les particules s'échappent, elles vont jusqu'à l'équateur magnétique, et puis si ça tourne très vite, elles sont bloquées là. Et si par contre ça ne tourne pas assez vite, elles vont retomber sur la surface de l'étoile. Donc quand elles vont jusqu'à la magnétosphère et qu'elles retombent, et qu'elles retombent, ça change sans arrêt, on appelle ça une magnétosphère dynamique. Par contre, si elles vont jusqu'à la magnétosphère et qu'elles restent bloquées là par la force centrifuge, on appelle ça une magnétosphère centrifuge. Alors on peut modéliser ça avec ici, donc à gauche, une magnétosphère dynamique. Vous voyez bien en rouge la matière qui s'échappe de l'étoile et puis qui retombe, ça change sans arrêt. Et par contre, si on regarde à droite une magnétosphère centrifuge, vous voyez qu'il y a de la matière qui reste stablement ici dans l'équateur magnétique. Et ça peut retomber de temps en temps, mais il y a quand même une magnétosphère qui reste la plupart du temps. Du coup, donc, quand on regarde une étoile qui tourne, ici, de nouveau avec notre dipôle, on va aussi voir la magnétosphère, ici, dans l'équateur magnétique, qui passe devant nous. Pareil, comme l'axe magnétique est incliné par rapport à l'axe de rotation, l'équateur magnétique, on le voit sous différentes orientations. Et donc ça va produire plusieurs effets qu'on peut mesurer. Par exemple, dans la courbe de lumière, ici, ça va produire une espèce d'éclipse au moment où la magnétosphère est vue par la tranche et cache une partie de l'étoile maintenant. Voilà. Aussi, cette magnétosphère, elle va émettre de l'hydrogène. Donc ça va produire de l'émission dans la raie H-alpha, raie d'hydrogène, et on va voir cette émission qui change selon l'angle avec lequel on voit la magnétosphère. Et ça, en fait, on peut le faire dans plein d'autres observables. Par exemple, on peut regarder les rayons X, puisque les particules qui arrivent des deux hémisphères, au moment où elles choquent à l'équateur magnétique, ces chocs vont produire des rayons X. Donc, on peut regarder les rayons X qui viennent de la magnétosphère. On peut regarder évidemment tous les paramètres de Stokes, donc de polarisation de la lumière, puisque la magnétosphère est dans un plan, ça crée de la polarisation linéaire, etc. Donc on a plein de façons de mesurer cette magnétosphère et de retrouver tout ce qui est modulé rotationnellement par ce champ magnétique. Enfin, un autre effet de la présence du champ magnétique, c'est le freinage de l'étoile. Les étoiles qui sont très magnétiques, en général, tournent très doucement parce qu'il y a cette magnétosphère. Et donc j'ai fait la comparaison avec une patineuse artistique. Quand elle tourne sur elle-même, bien recroquevillée sur elle-même, elle peut tourner beaucoup plus vite que si elle fait un bras de levier en fait, avec ses bras, et ça la freine évidemment. C'est le même principe. Ici, la magnétosphère autour de l'étoile, elle va freiner l'étoile, et plus le champ est fort, plus elle va freiner rapidement. Et donc ces étoiles APBP dont on parlait tout à l'heure ont non seulement des taches très visibles à la surface, mais ce sont aussi en général des rotateurs très lents à cause de leur champ très fort. Et finalement, donc, tout ça, ça va impacter sur l'évolution de l'étoile, puisque ça impacte la rotation de l'étoile, ça impacte le mouvement à l'intérieur de l'étoile des éléments chimiques, des fluides, ça impacte tout un tas de choses dans la structure de l'étoile. Forcément, ça va impacter l'évolution finale de l'étoile. Le champ magnétique lui-même, comme je l'ai dit, il est très stable, il évolue très peu. La seule chose qui change, c'est la structure de l'étoile. Et notamment, quand l'étoile va devenir supergéante, son rayon augmente très très fort, et comme il y a conservation du flux magnétique, ça veut dire que le champ magnétique qu'on mesure à la surface diminue. Selon cette loi qui est là, c'est que quand le rayon augmente d'un facteur 10, le champ magnétique à la surface diminue d'un facteur 100. C'est proportionnel ici à l'inverse du rayon au carré. Donc un champ magnétique qui faisait 3000 Gauss sur la séquence principale, quand il arrive dans la phase supergéante, il ne fait plus que 1 Gauss typiquement à la surface d'une supergéante. À l'intérieur, il est toujours pareil, c'est juste que l'étoile a vraiment grossi, et donc le champ qu'on mesure à sa surface, qui est maintenant très très grande, est beaucoup plus petit. Donc ça devient difficile de mesurer ces champs magnétiques dans les supergéantes, mais on a réussi à le faire pour plusieurs d'entre elles, et là je montre un exemple
d'une étoile supergéante, HR 3890. Alors ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un diagramme de Kippenan. Alors ça montre dans ce sens-là le rayon de l'étoile, c'est-à-dire que tout en bas, c'est le cœur de l'étoile. Ici, en rouge, c'est la surface de l'étoile. Et de gauche à droite, c'est le temps qui passe, en millions d'années. Donc on avait un cœur convectif en gris foncé et une enveloppe radiative. On était sur la séquence principale. Et puis au fur et à mesure que l'étoile évolue vers la droite, sa structure va changer. En particulier, ici, quand elle sort de la séquence principale. Et ce qui va se passer quand on est en dehors de la séquence principale, là, c'est qu'il y a des petites zones convectives qui vont commencer à se développer à l'intérieur de l'enveloppe radiative. Et donc, puisqu'on a des petites zones convectives, on va pouvoir commencer à faire aussi des petits champs dynamo. Et donc, on a le champ fossile de l'ensemble de l'étoile qui va interagir avec des champs dynamo qui commencent à se développer dans l'enveloppe parce que l'étoile vieillit. Donc ça, c'est aussi très intéressant et c'est quelque chose qu'on est en train de découvrir, comment ces champs dynamo et ces champs fossiles peuvent interagir. Alors finalement, les étoiles vont exploser en supernova, vont devenir des étoiles à neutrons. Alors bien sûr, le champ magnétique va contribuer à cette explosion de supernova parce que l'énergie va être différente, parce que l'étoile était magnétique. Par contre, ce qu'on ne comprend pas encore très bien, c'est le lien entre le champ magnétique qu'il y avait avant l'explosion de supernova et le champ magnétique qu'on va trouver après l'explosion supernova dans l'étoile à neutrons. Comment on passe de l'un à l'autre, comment le champ pré-supernova influence le champ qu'on aura après la supernova, ce n'est pas très clair à ce jour. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que toutes les étoiles à neutrons sont très magnétiques. On pense par exemple aux pulsars, qui sont des étoiles à neutrons qui tournent très vite sur elles-mêmes, qui ont des jets de lumière de chaque côté, donc comme des phares, et qui ont des champs magnétiques entre 10 et 1000 millions de Gauss. Et les plus extrêmes d'entre eux, qu'on appelle du coup des magnétars, peuvent aller jusqu'à 100 000 milliards de Gauss. Donc dans ces stades extrêmes, les champs magnétiques sont aussi très extrêmes. Donc je vais passer maintenant aux champs magnétiques dans les étoiles froides, les étoiles qui sont comme notre Soleil. Notre Soleil, 5800 degrés à la surface, c'est froid. Alors ces étoiles peuvent avoir différents niveaux d'activité, la même étoile, selon le moment à laquelle on l'observe. Par exemple, à gauche, ici, le Soleil avec une activité faible, et puis ici, à droite, le Soleil avec une activité plus forte. C'est 3 ans d'écart entre les deux, parce que ça dépend du moment où on va observer le Soleil. Alors zoomons sur une des taches à la surface du Soleil, et c'est là qu'on peut voir des lignes de champs magnétiques qui sortent de ces taches. Alors, ce n'est pas les lignes de champs magnétiques qu'on voit, c'est des particules solaires, du plasma qui se propagent le long des lignes de champs magnétiques et qui, du coup, nous permettent de voir les lignes de champs magnétiques, bien sûr. Et vous voyez que ça fait des boucles, il y a de la matière qui s'échappe le long des lignes de champs magnétiques. Et donc, quand on regarde la surface du Soleil, on voit des groupes de taches qui ont des polarités inversées. Et au niveau de ces groupes de taches, ici, c'est le même endroit du Soleil au même moment. Quand on regarde ce qui se passe à la surface, on voit des protubérances. Donc, on voit ces lignes de champs magnétiques, de la matière qui suit ces lignes de champs magnétiques, qui sort des taches. Et les taches viennent toujours par paires, et le champ magnétique va en fait d'une tache à l'autre, et la matière, du coup, va le long de ces lignes-là. Donc ça, c'est les taches, et ça, c'est ce qu'on appelle les protubérances. Alors, si on regarde les taches à la surface du Soleil ou des étoiles froides, on va voir que ça change avec le temps. Sur notre Soleil, par exemple, les taches apparaissent à plus ou moins 30 degrés de latitude, de part et d'autre de l'équateur du Soleil. Et puis, petit à petit, elles migrent. Les taches sont de plus en plus proches de l'équateur. Et quand elles arrivent au niveau de l'équateur, il y a un nouveau groupe de taches qui va apparaître à plus ou moins 30 degrés. Et ainsi de suite. Et donc, si on mesure la position de ces taches sur le Soleil, ça c'est donc comme le Soleil mis à plat, on va dire, et le temps qui passe de gauche à droite. Donc si je prends ici, par exemple, j'ai des taches qui sont apparues à plus ou moins 30 degrés de latitude, et au cours du temps, elles se rapprochent de l'équateur, et quand elles disparaissent ici, j'ai d'autres taches qui apparaissent de nouveau à plus ou moins 30. Et cette phase ce cycle dure 11 ans. Tous les 11 ans, j'ai de nouveau des taches qui apparaissent à plus ou moins 30 degrés. Alors en fait, si on regarde la polarisation du champ magnétique dans ces taches, on se rend compte que ce n'est pas 11 ans le cycle du Soleil, c'est 22 ans. Parce qu'ici, j'ai fait ce même diagramme papillon, on appelle ça un diagramme papillon, que là-haut, mais avec des couleurs qui représentent le signe du champ magnétique. Donc en bleu, le champ positif, en jaune, le champ négatif. Donc ici, on voit que le pôle nord, il est positif, et le pôle sud, il est négatif. Les taches ont une certaine polarité. Et puis au bout de 11 ans,
et bien finalement le pôle nord il est devenu négatif, le pôle sud il est devenu positif, et aussi les tâches ont maintenant une polarité inversée par rapport au cycle précédent. Donc le vrai cycle du Soleil, c'est 22 ans, c'est pas 11 ans. Alors, pourquoi il se passe ça? Pourquoi le champ magnétique se retourne? En fait, c'est la façon dont on crée ce champ magnétique. Le champ est créé par effet dynamo dans la zone convective. Alors l'effet dynamo, grossièrement, marche comme ça. On part d'un champ poloïdal, c'est-à-dire un champ dont les lignes sont verticales, alignées avec l'axe de rotation de l'étoile. Donc ça, champ poloïdal. Ici, avec le pôle négatif en haut, le pôle positif en bas. L'étoile, le Soleil ici, tourne de manière différentielle, c'est-à-dire que l'équateur tourne avec une période de 25 jours beaucoup plus vite que les pôles qui tournent avec une période de 34 jours. Donc au fur et à mesure que l'étoile tourne, les lignes du champ magnétique à l'équateur vont aller plus vite que celles qui sont à des latitudes plus élevées, et donc ça va aller en s'enroulant autour du Soleil, puisque ces lignes-là, elles avancent plus vite. Donc petit à petit, on va créer une bobine de lignes de champ magnétique qui va ressembler à ça. Donc ce passage d'un champ poloïdal, vertical ici, à un champ enroulé autour du Soleil, qu'on appelle toroïdal, ça s'appelle l'effet oméga. Quand cette bobine commence à être très serrée, les lignes de champ magnétique vont commencer à se tordre, à s'enrouler sur elles-mêmes, ça va former des boucles, et ce sont ces boucles-là qui peuvent éventuellement sortir de la surface du Soleil et créer des protubérances. Mais plus on va créer des boucles comme ça, les boucles, elles sont de nouveau dans le sens vertical. Ces boucles, elles peuvent aussi se reconnecter et reformer un champ poloïdal. Donc en passant du champ toroïdal au champ poloïdal, on appelle ça l'effet alpha. Et si vous avez à la fois l'effet oméga et l'effet alpha, vous avez créé une dynamo, parce que quand on est arrivé là, on peut recommencer au début. Mais vous voyez qu'ici, le signe a changé. Maintenant, on a le plus en bas, le moins en haut, ou l'inverse, voilà. Donc ce cycle, il se produit 2 fois pour vraiment revenir à la situation initiale, d'où les 22 ans. Alors regardons comment ça se passe en vrai. Cette dynamo, elle se passe tout en bas de la zone convective, juste au-dessus de la tachocline, et c'est là que les lignes de champ s'enroulent. Mais ensuite, à cause de la convection dans la zone convective ici, à cause de toute cette turbulence qui se passe ici, c'est comme ça que les boucles de champ magnétique vont pouvoir remonter jusqu'à la surface et traverser la surface. Le champ dipolaire global qu'on voit dans ces étoiles, il est de l'ordre de 1 centième de Gauss. C'est très petit pour le Soleil. Mais à l'intérieur des tâches, on va monter à 1500 Gauss typiquement. Donc localement dans les tâches, le champ peut être très fort. Donc voilà ce qui se passe. Là, vous voyez bien les tâches à la surface. On va ouvrir le Soleil pour aller voir ce qui se passe dedans. Donc là, maintenant, c'est un modèle qu'on observe. Et vous voyez cet enroulement des lignes de champ magnétique. Et vous voyez de temps en temps des boucles qui sortent là. Et ça, c'est ça qui va produire les protubérances et les tâches. Alors si on suit un cycle du Soleil, on va se rendre compte qu'il n'y a pas seulement ce cycle de 11 ou 22 ans. 22 ans, quand on prend en compte l'inversement de la polarité, on voit aussi que l'intensité du champ magnétique à chaque cycle va changer. Par exemple, ici, le champ polaire, il était de l'ordre de 1,5 Gauss. Et puis au cycle suivant, il avait changé de signe, mais il était plutôt de 1,2 peut-être. Et puis là, il n'était plus que de 0,8. Et puis en ce moment, dans le cycle actuel, on est plutôt autour de 1 Gauss. Donc non seulement ce cycle se reproduit, mais il ne se reproduit pas toujours exactement avec la même force. Et ça va se traduire aussi dans les tâches qu'on observe. Le cycle actuel et le précédent avaient un nombre de tâches qui était beaucoup moins élevé que les 3 cycles précédents, par exemple. Là, c'était la moitié, à peu près, au nombre de tâches qu'on observe actuellement sur le Soleil. Alors, si on remonte dans le temps, on se rend compte que cette variation, en fait, elle a beaucoup de niveaux. On peut remonter dans le temps et voir aussi des grandes variations à long terme. Donc là, le XXe siècle, c'est ce qu'on a appelé un maximum moderne, parce qu'on avait quand même beaucoup d'activités, beaucoup de tâches. Et quand on remonte dans le temps, on voit aussi qu'il y a des périodes où il y avait des minima. Le plus connu, c'est le minimum de Maunder. C'était la deuxième moitié du XVIIe siècle. C'est assez facile à retenir parce que c'est l'époque du règne de Louis XIV, le roi Soleil. Et à l'époque du roi Soleil, le Soleil, il s'est tenu à Quarot, il n'a rien fait du tout. Il était complètement inactif. Et puis ensuite, il s'est relancé. Et donc, dernièrement, il a été plutôt actif. Quand on regarde le carbone 14, dans les carottes de glace qu'on peut faire, par exemple, on peut remonter encore beaucoup plus loin. Donc le minimum de Maunder, il est là. On voit qu'il y a eu d'autres minima, mais on voit aussi qu'il y a eu un autre maximum, un peu similaire à notre maximum du XXe siècle, à l'époque médiévale, donc vers le XIIe, XIe siècle.
Voilà, donc on peut voir l'histoire de notre Soleil, on peut voir comment son activité a changé, et on voit que non seulement ça change d'un cycle sur l'autre, mais il y a aussi des variations à long terme. Alors, cette activité solaire, elle a un impact vraiment sur aussi les grandes échelles et tout ce qui se passe autour de l'étoile. Et en particulier, il y a les éjections de masse coronale qui se produisent au niveau des protubérances. Alors, on va regarder ici une protubérance, on va plonger sous la surface du Soleil pour voir la boucle de champ magnétique qui remonte donc du bas de la zone convective, qui va traverser la surface, donc provoquant deux taches de polarisation opposées. Et puis, ces protubérances qui sortent du coup de la surface du Soleil, parfois, quand elles sont suffisamment proches, elles peuvent se reconnecter, c'est ce qui se passe ici, et du coup, la matière qui est dans la protubérance va être éjectée, elle se sépare du Soleil et elle est envoyée vers l'espace autour du Soleil. On le regarde une deuxième fois. Donc la boucle qui va sortir, la boucle de champ magnétique, ça crée notre paire de taches. Il y en a plusieurs qui peuvent être créées. Et puis, parfois, la matière va rester au niveau du Soleil. Et puis, parfois, ça va se reconnecter ici. Et la matière, le plasma qui était dans la boucle, s'en va, s'échappe du Soleil. Alors, si on regarde ça avec le satellite SOHO à plus grande distance, ici, donc, c'est plusieurs caméras du satellite SOHO qui observent différentes longueurs d'onde. Et puis, on va plonger jusqu'à la surface du Soleil. On va regarder une protubérance et je vous demanderai de regarder vers la droite où ça va se passer. Donc là, on est tout près de la surface, on voit une zone où il va y avoir une protubérance, ça ce sont des observations récits. Et puis, ça y est, l'éjection se produit, vous la voyez partir à droite ici, cette matière, elle s'en va vraiment très loin du Soleil. Et vous voyez aussi tous ces petits points blancs qui sont arrivés sur la caméra ici. Tout ça, ce sont des particules du Soleil qui sont venues impacter les caméras de SOHO. Et en fait, le film s'arrête assez brutalement parce que la caméra s'est éteinte. Elle a été trop bombardée. Heureusement, elle n'était pas cassée, on a pu la rallumer. Mais elle s'est pris tellement de particules que voilà, elle s'est éteinte, il y a eu un problème électronique. Donc on revoit cette éjection, vous la voyez partir ici vers la droite, et elle part très loin. Alors évidemment, si ces éjections s'en vont en direction d'une planète, par exemple la Terre dans le cas du Soleil, cette matière, elle va arriver jusqu'à nous. Vous voyez par exemple là, c'est un dessin, c'est un schéma, l'éjection va vers la droite, elle arrive en direction de la Terre. Heureusement, nous aussi sur Terre, on a un champ magnétique. Alors d'abord, je voudrais préciser que tout ce qui se passe à la surface du Soleil, cette activité magnétique, n'est pas du tout responsable de toutes les variations météorologiques qu'on peut avoir sur notre planète. Les canicules, le réchauffement climatique, tout ça, ça n'a rien à voir avec ces éjections de masse coronale ou l'activité du Soleil. Okay ? Néanmoins, les particules du vent solaire vont venir jusque sur la Terre et les éjections de masse coronale, si elles se produisent dans notre direction, elles vont aussi arriver jusqu'à la Terre. Heureusement, donc, on a ce champ magnétique qui va aussi nous protéger. Alors, vous voyez ici une simulation du champ magnétique, des lignes de champ magnétique de notre Terre. Donc, la Terre ici en noir avec son axe magnétique en rouge. Et là, il y a un vent solaire qui est en train de souffler sur la Terre. Ça se produit en continu, on ne s'en rend pas compte. Mais en fait, ça pousse les lignes de champ magnétique de la Terre. Donc, on a la queue ici du champ magnétique qui est étendue derrière la Terre. Le Soleil est ici sur la gauche et ça souffle sur les lignes de champ magnétique qui sont face au Soleil. Quand une éjection de masse coronale se produit et qu'elle arrive en direction de la Terre, eh bien, cette masse va s'envoler donc du Soleil, va voyager jusqu'à la Terre, et quand elle arrive sur les lignes de champ magnétique de la Terre, ça va pousser les lignes de champ magnétique, ça peut les ouvrir, elles peuvent se reconnecter sur la face arrière de la Terre, et quand elles se reconnectent, la matière solaire va glisser le long des lignes de champ magnétique jusque sur la Terre. Donc, notre champ magnétique, il nous protège, mais il y a quand même de la matière solaire qui arrive dans notre atmosphère. Et ça crée des aurores boréales quand on est dans l'hémisphère nord et des aurores australes quand on est dans l'hémisphère sud. Et ces aurores, c'est très joli à voir, il y a beaucoup de couleurs. La couleur va dépendre de l'altitude à laquelle la matière est arrivée. Donc quand c'est assez haut, au-dessus de 300 km, ça va faire des couleurs rouges parce que c'est l'oxygène qui va se trouver ionisé. Ici, entre 100 et 300, ça devient vert. En dessous de 100, c'est de nouveau rouge, mais cette fois, c'est dû à l'azote. Donc ici, c'est deux raies différentes d'oxygène. Ça, c'est la raie de l'azote. Donc c'est pour ça que souvent, on va voir ce triplet rouge-vert-rouge, comme sur cette image à droite. Et puis, si c'est plutôt l'hélium ou l'hydrogène, dépendant de l'énergie des particules, ça va faire des aurores qui sont plutôt bleues ou violettes.
Alors depuis déjà le 19e siècle, on sait très bien que ces aurores sont directement liées au nombre de taches qu'on voit sur la surface du Soleil. On a mesuré les taches, on a mesuré les aurores, on voit très bien que les deux courbes se superposent quasiment. Il y a un tout petit décalage de l'ordre de 3 jours entre les deux, et c'est le temps qu'il faut pour la matière pour voyager du Soleil jusqu'à la Terre. Donc quand il se produit une éjection de masse coronale sur le Soleil, 3 jours après, on peut voir des aurores sur la Terre. Alors c'est joli, mais tout ça, ça crée aussi des problèmes. Il y a des effets néfastes, et notamment à haute altitude. Les satellites qui ne sont pas protégés par notre champ magnétique peuvent être complètement détruits, parce que ces particules vont détruire l'électronique des satellites. Ça peut aussi pousser les satellites, parce que ça crée une pression sur nos satellites, qui sont plus ou moins dans le vide, donc ça va les détourner de leur orbite, on va être obligé de les corriger leur orbite pour les remettre au bon endroit. Ça peut créer évidemment pour la Station spatiale internationale des tas de problèmes, ça peut couper l'électronique de certains équipements à bord, donc ça peut être dangereux pour nos astronautes. Évidemment, il est hors de question qu'ils sortent pour une sortie extravéhiculaire dans ces moments-là, donc c'est très important de prédire cette météo de l'espace et de prévenir les astronautes, et évidemment toutes leurs sorties sont faites en fonction de ça. Si on regarde à plus basse altitude, ça a aussi un impact, par exemple, sur les avions. Ici, j'ai pris un exemple de Delta Airlines, de leur ligne qui va de Hong Kong à Détroit. D'habitude, elle fait ce chemin-là, en passant près du pôle. Et chaque fois qu'on émet une alerte qu'il y a une éjection de masse coronale, ils sont obligés de changer ce trajet et ils font ce chemin-là à la place. Alors pourquoi ? D'abord pour s'éloigner des pôles, pour que la dose de radiation des voyageurs, mais surtout du personnel navigant qui voyage tous les jours, ne soit pas trop forte, et aussi pour rester le plus possible au-dessus des terres, puisque ce qu'on craint, c'est non seulement les radiations nuisibles aux humains à bord, mais c'est aussi la perte possible des communications s'il y a un problème électronique. Donc évidemment, si on perd la communication là-haut, c'est plus embêtant que quand on est au-dessus, à proximité d'un aéroport. Alors tout ça, ça a un coût, bien sûr, ça rallonge le trajet, ça pollue plus puisque ça utilise plus de fuel. Et puis par exemple, pour cet exemple spécifique-là, ça coûte 4 500 $ à la compagnie à chaque fois qu'ils doivent détourner leur avion de cette façon-là. Enfin, peut-être le plus embêtant, c'est à plus basse altitude, vraiment au niveau de la surface de la Terre. Ce qui va se passer, c'est que ça va créer un électrojet, c'est-à-dire un champ électrique et magnétique qui va se propager juste au-dessus de la surface de la Terre. Et ce champ, cet électrojet, a un champ électrique de plusieurs millions d'ampères. Donc c'est vraiment très très fort. Et quand ça va passer au-dessus de nos installations électriques, ça va interagir et en fait, ça va détruire les installations électriques. Pardon. Les transformateurs en particulier, qui permettent de générer la haute tension dans nos lignes électriques. Donc évidemment, ça peut créer des blackouts, etc. De la même manière, ça va perturber toutes les émissions radio, télé, navigation GPS, vos lignes téléphoniques, etc. Bref, tout ce qui est télécommunication en fait, va être impacté par ce genre d'événements. Alors il y a eu en 1859 un événement de ce type qui était particulièrement majeur, qu'on a appelé la super tempête de Carrington, qui était celui qui l'a observé en premier. Et cette éjection de masse coronale a mis seulement 18 heures pour atteindre la Terre, au lieu des 3 jours typiques d'une éjection de ce genre. Donc c'était vraiment une éjection très très énergétique qui est arrivée très vite en pleine direction de la Terre. Donc ça a créé des aurores géantes. En fait, on les a vues sur l'ensemble du globe. Il y a des rapports à Hawaï, à Cuba, qui disent qu'ils ont vu des aurores, ce qui normalement ne descend pas si bas. Et puis à l'époque, on n'avait pas tous les systèmes de télécommunication d'aujourd'hui, mais on avait quand même des télégraphes. Et là, ça a détruit pas mal de postes de télégraphe qui ont pris feu, des lignes qui ont été détruites. Et une petite anecdote que j'aime bien, c'est qu'il y a un agent des télégraphes qui a vu son poste prendre feu, être détruit à cause de ça. Et il a pu continuer à émettre le signal pour appeler au secours et prévenir de ce qui se passait pendant encore plusieurs minutes après que son poste ait été détruit. Et en fait, son signal, probablement de télégraphe, est passé par l'électrojet. Il n'y avait plus de ligne, mais il a pu communiquer quand même grâce au courant dans l'air, en fait. Alors, plus récemment, un événement beaucoup moins fort, celui de 1989, qui a atteint le Québec. Lui, il a mis 3 jours et demi pour arriver sur la Terre, donc c'est vraiment une éjection tout à fait typique, rien de spécial, mais c'était droit en direction de la Terre. C'est arrivé sur le Québec, et donc il y a plus de 3,5 millions de personnes qui ont été privées d'électricité pendant plus de 9 heures, donc un blackout de toute la journée. C'était le chaos, ils ont dû suspendre la bourse de Toronto.
Et malheureusement, à ce moment-là, on a aussi perdu le contrôle de plusieurs satellites qui étaient en orbite polaire, et il y en a d'autres qui ont subi des dommages électroniques. Donc ça, c'est pour vous donner l'idée d'une éjection tout à fait banale qui se produirait en direction de notre Terre et qui pourrait déjà produire pas mal de problèmes. Alors nous, les humains, en fait, on ne risque rien puisque le champ magnétique de la Terre nous protège. C'est plutôt nos équipements électroniques, tout ce dont on dépend beaucoup aujourd'hui, qui vont être bien impactés. Donc je le disais tout à l'heure, ça peut être quelques milliers d'euros pour un avion qui est détourné, donc il y a un impact économique. Mais s'il y avait aujourd'hui une super tempête de type de celle de Carrington de 1859 qui impactait la Terre, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, les satellites, etc., on estime que ça coûterait 2600 milliards de dollars, juste pour remettre tous les systèmes électriques, etc., et de communication en état, qui auraient des blackouts qui dureraient plusieurs semaines à plusieurs mois sans électricité sur des grandes zones de la Terre, et qu'il faudrait en fait plusieurs années pour vraiment rétablir tous nos systèmes, c'est-à-dire renvoyer des satellites dans l'espace pour reconstituer notre système de télécommunication, etc. Alors je vous rassure quand même, quand on regarde les études de glace du Groenland, on voit que ce genre de super tempête se produit à peu près tous les 500 ans. Donc il y en a une qui s'est produite en 1859. Statistiquement, on devrait être assez tranquille pendant encore quelques temps. Mais si on regarde la statistique en détail, il y a quand même 5% de chances qu'une super tempête se produise dans les 10 ans qui viennent. Donc on n'est pas du tout à l'abri que ça se produise. Et c'est pour ça qu'évidemment, les différentes organisations internationales, les agences spatiales et nos agences gouvernementales travaillent pour essayer d'éviter un éventuel chaos si ceci se produisait. On ne peut pas empêcher l'éjection de masse coronale de se produire et d'arriver vers la Terre, mais par exemple, on peut prévoir des transformateurs de secours dans tous les points importants d'électrique pour pouvoir rétablir rapidement l'électricité dans les endroits principaux. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, d'abord, les champs magnétiques dans les étoiles chaudes, seulement 10% des étoiles chaudes sont fortement magnétiques, environ 3000 Gauss sur la séquence principale. Leur champ magnétique est d'origine fossile, donc ça vient du nuage moléculaire. Le champ magnétique qui était dans le nuage se retrouve capturé dans l'étoile. Ce champ magnétique a beaucoup d'effets sur l'étoile elle-même et sur son environnement, donc les tâches, la magnétosphère, la rotation qui ralentit. Et les étoiles à neutrons, c'est-à-dire ces étoiles chaudes vieilles, sont très fortement magnétiques. Dans le cas des étoiles froides comme le Soleil, là c'est toutes les étoiles qui sont magnétiques parce qu'elles produisent elles-mêmes leur champ magnétique dans l'enveloppe convective. Leur champ magnétique dipolaire il est très faible, de l'ordre d'un centième de Gauss, mais dans les tâches par contre il peut être beaucoup plus fort, par exemple 1500 Gauss pour le Soleil. Quand il y a des champs magnétiques, que ce soit pour les étoiles chaudes ou les étoiles froides, ça impacte l'environnement, y compris les planètes qui sont autour de ces objets. Et donc, dans le cas de la Terre, planète habitée, ça a surtout un impact sur tous nos appareils électroniques, de télécommunication, et donc un grand coût pour la société. Voilà, et je vais vous quitter en vous laissant avec l'image du Soleil tel qu'il était hier après-midi. Vous voyez ici les taches qui sont actuellement sur la surface de notre Soleil, et puis les protubérances qui se produisent tout autour. Voilà, je vous remercie.